qu'est-ce qui a pris Sony de sortir cette espèce de faux réflexe en 2013? Et oui, moi quand j'ai vu ce truc vendu dans la gamme réflexe à monture E, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il peut pas y avoir de réflexe à monture E, il n'y a pas la place pour un miroir. Donc eh bien je me suis mis à sa recherche et j'en ai trouvé quelques-uns d'occasion. Et puis j'ai pu faire quelques photos avec. C'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de ce petit appareil, le Sony Alpha 3000. En 2013, Sony avait d'un côté toute sa gamme de NEX, ses hybrides sans miroir, ses réflexes, et ce qu'ils appelaient les SLT, c'est-à-dire des hybrides avec un miroir pour l'autofocus. Et donc, les réflexes et les SLT étaient dans la gamme Alpha. Et donc, pour simplifier, ils ont en 2013 rajouté tous les appareils photo. Les NEX sont devenus aussi des Alpha, en fait, tous les appareils photo à grand capteur. Donc, à ce moment-là, le NEX 3 et le NEX 5, qui sont des appareils photo sans viseur, l'entrée de gamme tout léger, sont devenus les Alpha 5000. Le NEX 6, qui était le boîtier amateur, est devenu l'Alpha 6000. Donc ensuite, on a eu d'autres Alpha, etc. Le NEX 7, que je vous ai déjà présenté, eh bien lui a disparu de la gamme pour quelques mois, puisqu'il a été remplacé par les boîtiers 24-36, donc l'Alpha 7. En gros, le NEX 7 a été remplacé quelques années plus tard par l'Alpha 6500, mais il y a eu quelques années sans vrais appareils photo pro dans la gamme APS-C. Et puis, ils se sont dit, on a des pièces, et puis on a surtout un manque d'images sur nos hybrides. Les gens pensent que c'est des appareils photo amateurs, qui sont pas capables de faire des belles photos. Donc en fait, on va faire différemment. On va faire un hybride sans miroir, de la forme d'un réflexe, de la taille d'un tout petit réflexe, mais tout en étant un hybride qui n'a absolument pas besoin d'être aussi gros. Le tout pour 400 €. Donc, eh bien, vous vous imaginez un boîtier neuf à 400 € au moment où il est sorti. C'était pas un truc extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tout le reste est à l'économie quasiment. Déjà, beaucoup moins de contrôle que ce qu'on peut avoir sur le NEX 7 ou sur les Alpha 7. On a vraiment les contrôles du NEX. Derrière, un écran qui est plus ou moins l'équivalent des premiers NEX, donc pas extraordinaire, tout en étant correct, mais bon, ça commence à vieillir déjà en 2013, donc autant dire que maintenant, ça fait pixelisé. Un viseur digne du Sony R1. Le Sony R1 étant un très bon appareil que j'aime beaucoup, mais qui date quand même de 2005. Donc les viseurs se sont quand même bien améliorés, et mettre ça en 2013, ça fait vraiment vieillissant. Et là, c'est une catastrophe. Donc c'est une catastrophe. Par contre, eh bien là, la nouvelle griffe porte-accessoire Sony et non plus Minolta, c'est bien sans être super parce qu'en fait, elle ne gère pas tous les accessoires. Un flash intégré, pareil, NG4 si je dis pas de bêtises. Donc c'est-à-dire que vous prenez une bonne partie des hybrides, voire des réflexes, vous avez un flash qui est 2 voire 3 fois plus puissant. Donc ça reste un flash intégré, mais là c'est vraiment pour dire qu'il est là quoi. Par contre, à l'utilisation, ça reste un appareil photo avec de l'électronique de 2013, là ils ont été sympas quand même, tout en mettant le minimum de mémoire RAM possible, ce qui fait que il prend un maximum d'une image par seconde. Et puis la vitesse, ça vient plus du capteur. La vitesse de l'autofocus, c'est pas extraordinaire. En gros, elle est du même niveau que le Sony Alpha 7R qui sortira quelques mois plus tard. Et ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, le souci, c'est que moi, pour l'utilisation d'objectifs manuels, d'habitude, ça me dérange pas. Mais ici, le viseur est quand même catastrophique. Et c'est super chaud de faire une mise au point précise avec cet Alpha 3000. Vous vous imaginez, je n'en avais pas vraiment besoin, mais voilà, c'était une histoire de curiosité. Ce truc est tellement bizarre dans la gamme Sony qu'il fallait que je laisse. Voilà, c'était juste un truc marketing. Tout étant très cheap dessus, il est très léger et puis surtout vendu avec un 1855 qui est vraiment pas très bon. Il faut savoir que ça a pas bien marché. On le trouve entre 80 € et 120 € en occasion. Je dirai après ce que j'en pense, mais en tout cas, si vous le trouvez à plus de 120 €, c'est pas une bonne idée du tout. C'est pas un appareil photo extraordinaire et j'ai déjà vu des annonces à 400 € voire plus cher. Dire un appareil photo pro, ce n'est pas un appareil photo pro, c'est juste Sony qui s'est amusé à mettre un NEX dans un boîtier plus gros pour faire pro, mais ça a vraiment rien de boîtier pro. Le truc vraiment à la con aussi, c'est que sur quasiment tous les réflexes et hybrides modernes,
vous avez un détecteur d'œil ici infrarouge. Ici, on ne l'a pas. Donc, comme les bridges du début des années 2000, eh bien, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton pour passer de l'écran arrière au viseur. Mais voilà, enfin, c'est des économies de bout de chandelle. Puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au-dessus un micro stéréo qui, lui, en fait, se trouvait sur d'autres appareils photo, même voire sur certaines petites caméras, ce qui fait qu'au niveau qualité de son pour la vidéo, il est pas si mauvais que ça. À l'intérieur, donc, on retrouve le capteur de 20 mégapixels qu'on a retrouvé sur le Pentax KS1, si je dis pas de bêtises, et sur un autre appareil photo Sony. Je sais pas pourquoi on l'a trouvé très peu ce capteur. En fait, on est vraiment à cheval entre un des capteurs 16 mégapixels qu'ils avaient à l'époque et le capteur 24 mégapixels qui était le haut de gamme. Entre ces trois capteurs, la qualité d'image est vraiment dans un mouchoir de poche, en sachant que le 20 mégapixels va être légèrement plus sensible et le 24 va avoir une meilleure dynamique et meilleur rendu des couleurs. Mais vraiment, ça va se voir si vous êtes dans des conditions extrêmes sous Lightroom au moment du traitement de l'image. S'il y a deux images côte à côte en conditions normales, ou si vous utilisez le JPEG, il n'y aura pas de différence de qualité d'image. Vous aurez le moteur JPEG Sony et vous aurez la même qualité d'image quel que soit l'appareil. Ce qui va vraiment changer, c'est l'objectif que vous montez dessus. Et donc en APS-C, que ce soit le 16, le 20 ou le 24, qu'on a retrouvé jusqu'en 2018, le 24 mégapixels, ensuite on a eu le 24 mégapixels rétroéclairé, mais voilà, c'est au niveau qualité d'image, il n'y a rien à dire. Bon, au niveau ergonomie, PASM, des modes scène, d'ailleurs un mode panoramique qui marche pas trop mal, pas de mode vidéo ici, il suffit tout simplement d'appuyer sur Movie, vous passez en vidéo. Donc en qualité, eh bien, on est sur de 1080 entrelacé à 60 images par seconde en H264, donc on peut avoir par contre du 1080p, 25 images par seconde à 720p. Enfin, vidéo ça reste correct pour 2013, voire encore maintenant. En tout cas, une partie de mes vidéos sont filmées en 1080, même si de plus en plus les personnes préféreront filmer en 4K, mais niveau vidéo c'est correct, niveau photo aussi. Par contre, très peu de contrôle, ça veut dire que tout doit se faire avec la molette là, et en gros les 6 boutons, donc avec les 4 trucs de la molette et les boutons tout autour. C'est très basique. Bon, voilà. Donc quand on est en A, on tourne la molette pour passer la sensibilité. ISO ici sur le côté, display pour ce qui va être affiché sur l'écran, ici le mode retardateur. Et ici la correction d'expo, possibilité de zoomer sur l'image, ce qui peut être utile surtout en mise au point manuelle puisqu'on n'y voit rien. Et puis ici le menu, ici la lecture des images ici, et donc comme je vous disais, le passage du viseur. Dans les menus, on est sur les menus du Nex, mais là par contre ils ont été pas super sympas chez Sony, histoire de gamme. On fait pro, mais par contre on retire des fonctionnalités à la con, comme le fait de pouvoir enregistrer seulement en RAW, ou comme le fait de faire du time-lapse. Bon, il y a quelques trucs comme ça qui ont été bloqués, que j'ai pas retrouvé, et c'est con en fait. Pareil, il y a moins d'options de bracketing que ce qu'on peut trouver sur le Nex 7 ou le Nex 6. C'est mesquin de la part de Sony, franchement. C'est du firmware. Vu le nombre d'octets que ça prend dans la ROM, franchement, ils étaient pas à ça près de rajouter ça sur le menu. Je suppose d'ailleurs qu'il y a et qu'ils ont dû le désactiver. Alors, je l'ai utilisé, pas mal ces 2 derniers mois. J'ai fait plus de 2000 photos avec, donc dans un peu toutes les conditions. Je vais vous montrer ici ce que j'ai fait, où j'ai fait des photos souvenirs au 18-55 pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un 18-55. Mais franchement, si vous avez le choix, prenez autre chose. Donc, j'ai fait quelques photos. Avec mes tétés artisans, mes objectifs chinois. Donc comme je vous ai dit, j'ai galéré pour la mise au point, mais j'ai quand même réussi à en faire certaines. J'ai fait 1 ou 2 photos au 90 macro. Donc voilà, un objectif qui m'a coûté d'occasion 8 fois plus cher que ce que m'a coûté le boîtier là. Bon, c'est le cas souvent, faut pas s'étonner. Et puis j'ai pas mal utilisé, à la fin, j'ai quand même essayé d'utiliser le 18-105 que j'avais avant utilisé qu'en vidéo. Et en fait, bien le 18-105, je me rends compte qu'il est pas si mauvais que ça. Et puis avec l'autofocus, sauf quand il fait sombre, on arrive quand même à des trucs, à des rendus très sympas.
et à des années-lumière du 1855. Et finalement, ben, je trouve le 1805, bon, je suis vraiment pas un fan des zooms, je trouve ce 1805 plutôt bien, plutôt sympa, monté sur cet Alpha 3000. Au niveau ergonomie, en fait, vu qu'on a une grosse poignée, on a une bonne prise en main et une qualité d'image qui est à des années-lumière de ce 1855. Mais encore une fois, l'objectif coûte 700 € neuf, on doit le trouver à 300 € en occasion, mais il va vous coûter plus cher que ce que va coûter ce boîtier-là. J'ai pas dû utiliser une seule fois le flash, par contre. On peut pas brancher de micro externe, le micro interne n'est pas trop mal. En tout cas, est meilleur que celui du Nexus 7 ou celui d'autres appareils que j'ai pu tester, sans être non plus extraordinaire. Il utilise donc les petites batteries, donc on fait 300-400 photos selon si on a la stabilisation et l'autofocus, donc bien plus que l'Alpha 7R, dont je vous ferai la vidéo d'ici peu, mais en tout cas, voilà, je vous fais passer des photos, j'ai fait des photos de concert, je suis même monté jusqu'à 16 000 ISO sur certaines des images avec cet appareil photo-là. 16 000 ISO, bon, ça passe en noir et blanc, et ça passe aussi avec les nouvelles options d'IA. Sur Lightroom, moi je dirais que le 12800 est utilisable si on aime bien le grain. Après, c'est propre jusqu'à 1600, après, bon, c'est selon vos goûts et selon les besoins. Des fois, il n'y a pas assez de lumière, donc il n'y a pas le choix, notamment en soirée. Et finalement, il monte pas si mal, et puis la qualité d'image à 100-200 ISO, franchement, par rapport au Nex 3 que j'ai eu avant, avec le capteur 16 mégapixels, c'est pareil. Je dirais pas qu'il est aussi bien que le Nex, mais le Nexus 7 au niveau qualité d'image. Donc franchement, si vous avez le choix, utilisez un autre objectif. Vous voyez les photos qui défilent. Je vous mets les différents objectifs que j'ai utilisés à chaque fois. Et vous voyez que en fait, j'ai pu aller quand même assez loin sur ce que propose cet appareil photo là. Et puis encore une fois, c'est plus le photographe, la composition, éventuellement le traitement que vous mettez derrière, et puis l'objectif que vous montez dessus. Voilà, c'était finalement, je me suis bien amusé avec, puis j'ai retrouvé un peu l'ergonomie réflexe que j'avais un peu perdu, et voilà, je me suis bien amusé à ce moment-là. Donc voilà pour les photos. Alors, il a eu un successeur, l'Alpha 3100, et je crois l'Alpha 3500 au Japon, si je dis pas de bêtises, avec un peu plus de RAM, ce qui permettait de faire une rafale de 2 images par seconde. Waouh! Sinon, c'était le même appareil photo. Tout était identique, même traitement JPEG, etc. Il permettait juste de faire une rafale de 2 images par seconde. Donc ça veut dire avec un autofocus aussi lent quand il n'y a pas de lumière, et tout ce qui s'ensuit, enfin, mauvaise ergonomie, etc. Finalement, je pense que Sony s'est rendu compte que il ferait mieux de se lancer à fond dans les hybrides. Ce qui s'est un peu passé, en fait, les gens s'étaient rendu compte qu'ils arrivaient à faire mieux, ceux qui voulaient pas se mettre sérieusement à la photo et qui avaient juste un 1855. Finalement, ils faisaient mieux avec leur iPhone ou autres smartphones qui se sont améliorés pas mal quelques années plus tard. Cet appareil photo-là a été arrêté en 2015 et n'a jamais eu vraiment de successeur. Et je pense qu'il en aura jamais. Faire un faux réflexe, c'est complètement terminé. Donc voilà, Sony l'a arrêté. Moi je me suis bien amusé avec quand même. Est-ce que je le conseille? Si vous avez l'occasion de le trouver pas cher et que vous voulez vous mettre à la photo ou avoir un boîtier secondaire ou un petit boîtier pour vous filmer, un truc qui craint rien, pourquoi pas? Après, franchement, si c'est un boîtier secondaire, autant prendre un petit truc dans le sac type Nex 3, Nex 5, Alpha 5000 voire Alpha 6000, enfin un petit APS-C. Et si c'est pour un boîtier principal, prenez un Alpha 6000, un Nex 6, un Nex 7 pour la même génération. Il a pas, franchement, avec ses soucis ergonomiques qu'il a, il n'a pas un intérêt particulier à part l'intérêt que c'est un ovni dans la gamme Sony. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt.